Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On continue toujours dans le cours de la tuberculose intestinale. Dans cette partie, on va aborder les examens paracliniques et les aspects radiologiques. Tous les supports sont toujours disponibles dans la description à télécharger. Toujours, je vous invite à abonner et toujours, je vous invite, bien, je vous demande du maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, comme examen paraclinique, donc, premièrement, on fait un bilan biologique de retentissement. Donc, ce bilan de retentissement, il consiste à la numération de la formule sanguine où on va noter une anémie inflammatoire ou parfois c'est normal. Et bien sûr, de la lymphocytose. La tuberculose, elle est associée à la lymphocytose. Donc, c'est pas la polynucléose, donc c'est pas la neutrophilie, c'est la lymphocytose qui existait ou bien qui est souvent retrouvée dans la tuberculose. La vitesse de sédimentation accélérée, ça nous fait rappel à la tuberculose péritonéale. On peut faire le recours à l'hémoculture. Elle est positive dans 2 tiers des cas. C'est par la dissémination, je répète, qui est hématogène. Un syndrome carentiel, une hypotriglycéridémie, une hypocholestérolémie et hypoalbuminémie dans 1 tiers des cas. L'IDR à la tuberculine, il est positif dans 30% des cas. Premièrement, bilan biologique de retentissement, la numération de la formule sanguine, le syndrome inflammatoire, et on peut faire des hémocultures, le syndrome carentiel et bien sûr l'IDR à la tuberculine qui est positif dans 30% des cas. Donc, on va aborder l'enchaînement des examens paracliniques. Premièrement, les examens biologiques. Deuxièmement, après le bilan de retentissement sur l'état général, donc faites attention, on avait dit qu'on a, bien qu'on note une altération de l'état général dans la tuberculose intestinale. Donc ce bilan-là est pour le évoluer ou bien évaluer le retentissement sur l'état général, l'amaigrissement, la fièvre, le syndrome inflammatoire, tout ce qu'on a vidé précédemment dans la clinique. Deuxièmement, après que vous avez évalué l'état général du patient, vous allez passer à la recherche de bacilles de Koch de Mycobacterium tuberculosis. Donc, faites attention à ce piège-là. La recherche des bacilles de Koch dans les selles, elle est inutile. Malgré qu'on est dans la forme intestinale, ça vous paraisse un peu logique de rechercher de BK, de bacilles dans les selles, mais faites attention, c'est inutile. Donc la forme, je répète, elle est aussi bacillaire. Le Mycobacterium tuberculosis, il est aéro, aérobique, strict. Donc, vous n'allez pas trouver de Mycobacterium ou bien de BK dans les selles. C'est inutile. Faites attention à ce premier piège. La détection et l'identification du germe ne peuvent pas être envisagées qu'à partir d'un fragment tissulaire. Donc la seule méthode de rechercher des BK, c'est à partir d'un fragment tissulaire, donc intestinal. Donc c'est la biopsie. Donc vous n'allez pas rechercher des BK, je répète, dans les selles. Elle est faite seulement à partir d'un fragment tissulaire. Donc, premier critère à noter. Vous pouvez faire la recherche de BK dans les liquides d'aspiration endoscopique aussi. Et troisième point, la culture, elle se fait. Donc, troisièmement, la recherche ou bien la culture, elle se fait sur milieu de Lowenstein-Jensen. On répète, on note des colonies de Mycobacterium tuberculosis qui apparaissent entre 15 à 30 jours. Elles sont rugueuses et de couleur jaune crème. Donc, je répète, recherchez les BK par fragments tissulaires, pas dans les selles, soit ou bien par des aspirations endoscopiques ou de la culture. Donc ça, c'est le diagnostic direct de certitude ou bien de la culture sur milieu de Lowenstein-Jensen. C'est 4 semaines, voire 42 jours. Donc c'était une bactérie qui pousse lent. Ça, on avait vu précédemment dans la bactériologie. Donc deuxièmement, rechercher de la BK ou bien du Mycobacterium tuberculosis. Troisièmement, comme on avait dit, c'est le rôle de la PCR aussi qui a été un diagnostic de certitude. C'est le
diagnostic de certitude avec d'autres sensibilités, d'autres spécificités. Et c'est un examen rapide. Il est fait dans un intervalle de 48 heures. C'est le recours à la biologie moléculaire, aux nouveaux méthodes ou bien de nouveaux examens biologiques. C'est de la biologie moléculaire. Passons maintenant à l'imagerie. Donc, on a passé premièrement par le bilan de retentissement, le bilan bactériologique, la recherche de PK, de la biologie moléculaire pour affirmer le diagnostic. C'est un examen plutôt de certitude. Passons maintenant à l'imagerie. Donc, l'imagerie, on va suivre le plan suivant. Premièrement, un téléthorax. Il est très utile. Pourquoi? Rechercher une atteinte pleuro-pulmonaire, soit ancienne, soit évolutive. Donc, ça peut être cette atteinte qui est intestinale, notre intitulé aujourd'hui, peut être secondaire à une atteinte pleuro-pulmonaire. Donc, associer ou bien rechercher de lésions pleuro-pulmonaires. Premièrement, ça peut être la localisation primaire de cette atteinte, ou bien de la tuberculose. On va aborder la tuberculose pleuro-pulmonaire avec détail dans le module suivant dans la pneumologie. Donc, premièrement, un téléthorax, il est très utile dans votre bilan de recherche. Deuxièmement, l'ASP, l'abdomen sans préparation. Et qu'est-ce que vous allez noter? Ça, je vous invite à prendre note. Donc, vous allez noter des calcifications ganglionnaires mésentériques. Ces calcifications vont témoigner d'atteinte des ganglions par de la tuberculose. Je répète, l'ASP, vous allez trouver des calcifications des ganglions mésentériques. Ils témoignent de l'atteinte ganglionnaire par du Mycobacterium tuberculosis. Aussi, des calcifications dans les anses iliaques qui vont être dilatées. Et bien sûr, un niveau hydro ou bien un niveau liquidien hydroaéré qui va témoigner une sténose sous-jacente et une grisaille diffuse. On va aborder les occlusions intestinales avec détail et vous allez mieux comprendre l'aspect d'occlusion. Mais gardez-vous en tête, c'est la notion de calcification, c'est les niveaux hydroaérés qui vont témoigner de l'occlusion, surtout dans la forme hypertrophique. On note souvent une sténose sous-jacente dans l'ASP. Donc, un téléthorax est très utile comme bilan, bien comme imagerie paraclinique. Deuxièmement, un abdomen sans préparation pour mieux percevoir les atteintes ganglionnaires et les atteintes surtout iliocécales dans la forme hypertrophique avec des sténoses sous-jacentes. Toujours dans l'imagerie, on peut faire le recours au lavement parité, où on va noter les ulcérations, les nodules et les fistules en cas des atteintes rectales, comme nous allons voir dans les formes cliniques. Donc, un lavement parité aussi, il est utile, aussi qu'un transit du grêle. Dans la tuberculose iliocécale, on peut avoir dans l'ordre, donc dans le stade initial, une ilyte folliculaire. Cette ilyte folliculaire, c'est une anomalie, mais fonctionnelle. Donc, au stade initial, on n'a que des anomalies fonctionnelles. Elle se manifeste sur le transit du grêle par une hypermotilité et la flocculation de la barite. Donc, premièrement, le transit du grêle, surtout dans la forme idiocécale, je répète, premier stade initial. Dans le transit de grêle, vous allez noter une flocculation de la barite. C'est une hypermotilité. Elle témoigne d'une ulyte folliculaire. Un stade tardif, on note dans le grêle bien dans le transit, c'est l'apparition des ulcérations. Et dernièrement, à un stade plus tardif, c'est les lésions ulcéro-hypertrophiques associantes. Donc, on va noter l'épaississement du plissement sécal et ilial, plus hypertrophie de la valvule, soit une rétraction sécale débutante, ou bien un aspect polypoïde du sécom et de la dernière anse iliale, des ulcérations et même parfois des sténoses.
Donc, on récapitule le transit ducal. Donc, stade initial, que des anomalies fonctionnelles. C'est la flocculation de la barite, c'est l'hypermotilité. Stade tardif, l'apparition des ulcérations. Troisièmement, stade le plus tardif, la lésion ulcéro-hypertrophique, l'épaississement du plissement sécal, l'hypertrophie de la valvule sécale, la rétraction du buton du sécom, parfois l'aspect polypoïde, des ulcérations et même de la sténose. Là, c'est du transit ducal et on note dans la forme hypertrophique iliosécale, ça, c'est l'épaississement du plissement sécal et iléal. Il est associé à une hypertrophie de la valvule, toujours dans le transit du grêle. Donc, un épaississement du plissement sécal, hypertrophie de la valvule sécale, je répète, ce sont des signes ou bien des aspects radiologiques favorisant d'une atteinte iliosécale, donc de la forme hypertrophique. Faites attention dans vos cas cliniques, un aspect d'épaississement du plissement sécal ou iléal associé avec une hypertrophie de la valvule, vous allez évoquer là la forme hypertrophique, l'atteinte iliosécale, qui est, je répète, la forme la plus fréquente. Là, un autre aspect, c'est la rétraction sécale du butante avec une incisure en regard de la valvule. Donc, toutes ces lésions-là, si on récapitule, l'épaississement, soit le plissement sécal, l'hypertrophie de la valvule sécale toujours, une rétraction, tous ces aspects-là, ils vont favoriser l'atteinte de, ou bien la tuberculose iliosécale, la forme la plus fréquente, surtout la forme hypertrophique. Donc, gardez-vous en tête l'aspect des lésions, surtout iliosécales, dans l'abdomen sans préparation. Passons maintenant à un autre examen clinique, c'est l'échographie et la TDM. Donc, qu'est-ce que vous allez noter dans l'échographie? Donc, de nombreuses adénopathies qui sont volumineuses de topographie qui est évocatrice. Ils sont mieux illustrés là dans l'échographie. Donc, là, c'est un exemple d'adénopathie. Donc, ils sont multiples. Donc, ils vont apparaître où? Au voisinage du tronc ciliaque. Donc, au niveau du tronc ciliaque, on a un réseau ganglionnaire riche. Donc, ils vont apparaître des adénopathies volumineuses au niveau du tronc ciliaque et au niveau de l'espace rétropéritonéal. Donc, ils ont un centre qui est hypoéchogène ou très dense si nous sommes dans ou bien devant un stade de nécrose. Donc, l'échographie ou la TDM, elle va nous permettre de visualiser des adénopathies, notez ça bien, dans le tronc ciliaque, dans l'espace rétropéritonéal, l'épaississement intestinal qui témoigne de l'inflammation. Aussi, on peut noter des lésions hépatiques ou spléniques. Je répète, on peut noter, bien, on fait systématiquement la recherche d'autres localisations, donc soit hépatique ou bien, dans ce cas-là, un retentissement splénique. Aussi, parmi les avantages de l'échographie, c'est la possibilité de la cytoponction ou bien de la biopsie guidée. Donc, c'est un examen à double intérêt explorateur et même il va nous aider à la cytoponction et la biopsie guidée. Avant-dernier examen, c'est l'entéroscanner ou bien l'entéro-IRM. Donc, c'est la combinaison de deux techniques. L'entéroclyse et du scanner hélicoïdal. Le patient, il est à jeun depuis 12 heures. Aucune préparation digestive est nécessaire pour faire l'entéroscanner. Dernier examen, c'est l'endoscopie. Donc, c'est l'ilioscopie, où on va noter des sténoses, des ulcérations de taille et des formes variables selon le type. Donc, des sténoses dans les formes hypertrophiques,
des ulcérations dans les formes ulcéreuses. On note aussi une inflammation avec érosion de la muqueuse. Donc, c'est évocateur des deux formes. Aussi, on peut noter, ou bien on peut visualiser un séquence qui est rétracté, la muqueuse qui est épaisse et les pseudo-polypoïdes. Donc, ça ressemble au transit du grêle. Les fistules sont rares parce que les atteintes anales ou bien anorectales sont rares. Aussi, cet examen-là nous permet de faire la biopsie, de l'étude bactériologique et même de l'étude histologique. Donc, c'est un examen très utile. On est en train de parler de l'endoscopie. De nouvelles techniques sont utilisées. C'est la vidéo-entéroscopie poussée. Donc, là, je vous invite à prendre note. Donc, l'entéroscopie par vidéo, elle est indiquée pour les lésions qui échappent aux méthodes d'endoscopie conventionnelle. Donc, si l'endoscopie conventionnelle n'est pas contributive au diagnostic, on va faire le recours à l'entéroscopie par vidéo. Ça va nous permettre d'éviter de la laparotomie exploratrice. Donc, de multiples, parfois, on fait de la laparotomie. Il va revenir, notez bien ce terme, une laparotomie dite blanche. Donc, une laparotomie sans intérêt pour éviter, notez ça bien, pour éviter la laparotomie blanche, on va faire le recours à la vidéo ou bien l'entéroscopie poussée. Mais, l'inconvénient là, elle ne permet pas de faire des biopsies et elle ne nous permet pas d'étudier le jugénome supérieur. Donc, si on récapitule les examens, premièrement, le bilan biologique de retentissement sur l'état général du patient, l'énumération de formules sanguines, la vitesse ou bien le syndrome inflammatoire, l'hémoculture dans 2 tiers des cas, le syndrome carentiel et l'IDR à la tuberculine. Donc ça, c'est un bilan de retentissement premièrement. Ensuite, la recherche du bacille de Koch. Faites attention, elle ne se fait pas sur les selles, elle est inutile. Elle se fait soit d'un fragment, ou bien sur un fragment tissulaire, ou bien du liquide d'aspiration endoscopique, ou bien la culture sur milieu de Lowenstein-Jessen, qui restera un examen de diagnostic de certitude, mais elle est longue, la poussée, elle peut atteindre les 8 semaines. Aussi, nouvelles techniques de biologie moléculaire, c'est de la PCR, qui est un examen qui est rapide, qui est très sensible, très spécifique, mais le malheur, il a un coût qui est très cher. L'imagerie, téléthorax pour rechercher d'une atteinte pleuropulmonaire, la tuberculose pulmonaire, l'ASP pour rechercher les calcifications des ganglions mésentériques et les onces du grêle aussi qui sont dilatées, ou bien les niveaux hydroaériques. On va voir dans l'occlusion intestinale le rôle de l'ASP comme examen paraclinique dans l'occlusion intestinale. Aussi du lavement barité, qui va nous permettre de identifier les 3 stades. Et surtout dans le dernier stade, on note ces 2 lésions-là. Notez bien l'épaississement ou bien le plissement sécal dans l'ASP, ou bien du transit du grêle, l'hypertrophie de la valvule sécale et la rétraction sécale débutante avec l'incisure de la valvule. Tout ça, ce sont des aspects évocateurs d'une tuberculose dans sa forme idiosécale. L'imagerie, l'échographie, qui va nous permettre de détecter les adénopathies. Donc tout ça, ce sont des examens contributifs pour le diagnostic de la tuberculose. Aussi l'épaississement intestinal, rechercher des lésions hépatiques ou spléniques et notez bien l'échographie et l'entéroscanner et l'ilioscopie sont tous contributifs au diagnostic. L'endoscopie va nous permettre de faire de biopsies, aussi avec de l'échographie qui va nous permettre de faire de la cytomponction ou bien la biopsie guidée. Et dernièrement, si nous sommes devant des cas ou bien des pathologies
ou bien des lésions qui ont échappé à l'endoscopie, on n'a que le recours à la vidéo-entéroscopie poussée. Donc, pour éviter les laparotomies blanches, pour limiter le nombre des laparotomies exploratrices inutiles, mais elle va pas nous permettre de faire de biopsie ni d'étudier le jejunum supérieur. Donc ça, c'est l'enchaînement des examens paracliniques dans votre conduite à tenir. J'espère que la vidéo était utile. On continuera dans la dernière partie qui sera intitulée sur les formes ou bien topographiques et de la conduite thérapeutique, le traitement. Donc, je vous rencontrerai prochainement, chers amis. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.